crois qu'on n'a jamais vécu depuis au fond les années 60, on n'a jamais vécu une situation où on a un empire, parce que c'est comme ça que se définit la Russie, qui est aux portes de l'Europe et qui fait de l'Europe son ennemi. Et je le dis avec beaucoup de tranquillité, ce n'est pas pour affoler les Françaises et les Français, c'est juste pour nommer la situation. C'est un dirigeant qui a premièrement pas beaucoup d'égard pour ses oppositions. Je pense qu'on a tous pu le constater, c'est un pays extrêmement violent, violent avec ses oppositions, violent avec ses journalistes, violent avec toute tentative de tenir une parole contraire à celle portée par le leader mexicain. C'est un pays qui a attaqué un autre pays qui avait des frontières nationales, qui était indépendant, et le 24 février, qui a pénétré en Ukraine et commis un certain nombre de crimes de guerre qui sont aujourd'hui dûment, je dirais, répertoriés, entre autres, par la Cour pénale et d'autres enquêtes qui sont en cours. Mais ça va plus loin que ça. C'est un pays qui, de manière systématique, est menaçant en mer comme dans les airs. C'est un pays qui multiplie les attaques cyber à l'encontre des intérêts européens et en Europe. Ce n'est pas propre à la France, c'est valable pour les 26 autres États membres. Et très concrètement, par exemple, on ne sait pas bien pourquoi, mais le ministère de l'Agriculture, pendant une semaine, a fait l'objet d'attaques cyber de la part d'intérêts russes. C'est un pays qui mène des attaques systématiques informationnelles, qui va faire monter les sujets sur les réseaux sociaux, des polémiques qui vont affaiblir nos démocraties, qui vont essayer de créer de la zizanie, de la tension sur les réseaux sociaux, mais pas que, puisqu'on a pu constater qu'il alimente un certain nombre de polémiques sur l'antisémitisme, ces actes d'antisémitisme qu'on voit fleurir et dont une partie sont organisés par la Russie. C'est un pays qui attaque systématiquement nos intérêts français et européens en Afrique. Systématiquement. Et lorsqu'on est confronté à cette situation géopolitique, lorsqu'on voit aussi se crisper d'autres zones de la planète, la Chine, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, où c'est ondoyant, on va dire, les États-Unis qui sont notre allié, notre meilleur allié, mais qui peuvent basculer un jour, qui peuvent se replier. On a vécu cette période avec Trump. Il peut revenir, nous le savons. Je pense qu'on comprend assez vite qu'on ne peut imaginer une France forte dans une Europe affaiblie, et particulièrement à ce moment-là. Et je pense qu'on peut se dire collectivement que le président de la République a raison de nommer cette situation, que lorsqu'il a, il y a 2 ans, nommé la même situation en disant « Attention, la Russie s'apprête à envahir l'Ukraine », il y a eu 3 personnes qui, de manière très véhémente, ont dit « Ça n'existe pas. Jamais la Russie n'envahira l'Ukraine. » Et c'était entre 2 et 3 mois avant cette invasion. Eh bien, c'était Marine Le Pen, c'était Jean-Luc Mélenchon et c'était Éric Zemmour. Et ce sont ces 3 mêmes personnes qui ont un comportement terriblement ambigu avec leurs forces politiques au sein du Parlement européen. Donc oui, il y a un enjeu à aller voter, il faut se mobiliser, ne pas attendre le 10 juin pour verser des larmes. Oui, il faut prendre la mesure du moment politique. C'est peut-être le retour de l'histoire. Alors on disait l'histoire ne s'est jamais arrêtée, mais là on peut penser que c'est le retour de l'histoire, très nettement. Le retour du politique. On a peut-être trop vu l'Europe comme un espace économique dans lequel se nouaient des accords, des partenariats, on crée de la valeur. Mais c'est beaucoup plus que ça l'Europe. Et c'est ce que Vladimir Poutine est en train de nous le rappeler. Et donc, nous devons agir pour porter cette vision de l'Europe, pour défendre nos valeurs et pour faire en sorte que ce que nous avons réussi à construire ces 70 dernières années ne soit pas perdu. Ça, c'est, je pense, la première chose. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que l'Europe, c'est utile. Je l'ai dit à l'instant en disant que je voulais vous parler de l'Europe du quotidien. Oui, l'Europe, c'est utile et je vais prendre 3 exemples que je connais un petit peu. Le premier exemple, c'est l'agriculture. Alors ça, c'est assez simple. Ça tient en 2 phrases. Pas de politique agricole commune, pas d'agriculture française.
Le budget de la politique agricole commune est le premier budget européen. La politique agricole commune verse 9 milliards, plus de 9 milliards aux agriculteurs français. C'est 25 à 90% de leurs revenus. Je rappelle d'ailleurs que le RN a voté pour la politique agricole commune, mais contre le budget de la politique agricole commune. Je n'ai pas très bien compris quel était le sens de ce louvoiement, mais on ne peut pas aujourd'hui nous dire que cette politique agricole commune qu'ils ont votée a été mal fabriquée, parce qu'ils l'ont soutenue. Et par contre, quand il fallait mettre des moyens sur la table et se battre, nous, Français, au moment où on sortait du Brexit et où certains intérêts peut-être plus industriels, certains pays qui étaient moins engagés dans l'agriculture, imaginaient de reprendre des crédits pour les consacrer à d'autres politiques européennes, nous avons réussi à obtenir le maintien de l'ensemble des enveloppes de la politique agricole commune et nous avons réussi à coupler ça avec une vision de la transition agroécologique. Et là aussi, ne nous trompons pas de combat. La première source de baisse de revenus des agriculteurs aujourd'hui. J'étais en Alsace où j'ai fait face aux inondations. Je répondis hier à une question au Sénat, cher Vincent, où un de vos collègues jurassiens s'inquiétait de la situation de sa viticulture qui venait de subir des épisodes de grêle. Il y a 2 jours, j'étais en Touraine où c'était les inondations. Et moi, je vis dans le Pas-de-Calais où nous n'avons pas arrêté de faire face à des inondations successives et nous n'arrivons toujours pas à faire les semis dans nos terres au bord de la mer du Nord. Donc, la première baisse de rendement, la première cause de baisse de rendement de notre agriculture, la première source d'aléas, la première source de baisse de revenus, c'est le dérèglement climatique. Ceux qui disent qu'il ne faut pas s'en occuper fragilisent notre agriculture et risquent demain de la rendre impossible qui ne pourra plus continuer. Deuxième exemple, c'est le pacte vert. Alors là, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui sur le pacte vert? Après nous avoir expliqué haut et fort que nous n'avions pas d'ambition environnementale, alors que nous avons tracé au contraire le chemin d'une planification. C'est difficile de tracer le chemin d'une planification, de se dire quels sont les leviers, comment dans chaque secteur on arrive à trouver la façon d'accompagner les industries, les personnes, les ménages, pour faire en sorte de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, tout en permettant de trouver un chemin pour que les industriels continuent à travailler, continuent à créer de l'emploi, tout en faisant en sorte que les ménages puissent se payer cette transition et cette transition écologique. Donc, je ne dis pas qu'on a tout fait bien, mais ce que je dis, c'est qu'on a posé une ambition et qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Les chiffres officiels de baisse des émissions de gaz à effet de serre sont tombés pour la France. Nous avons baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 5,8%. C'est un point de plus que ce qu'on imaginait initialement, qui est en soi l'équivalent. C'est même un point de plus que la performance de tout le quinquennat Hollande. Et nous l'avons fait parce que nous nous sommes mobilisés avec la planification écologique, avec Elisabeth Borne, avec le président de la République et maintenant avec Gabriel Attal. Mais nous l'avons fait aussi parce que nous avons travaillé d'arrache-pied au niveau européen pour essayer de définir cette manière d'engager la transition écologique. Et j'entends beaucoup parler des voitures en ce moment, notamment de la part du RN. Et moi, je discutais hier avec le patron du CLPA, qui est toute la division service liée à l'industrie automobile. Il revenait de Chine et il me disait, vous savez, Madame la Ministre, si on remet en cause le pacte vert, on va tout perdre. On va tout perdre parce qu'aujourd'hui en Chine, 45% des voitures immatriculées sont électriques. Parce qu'en Norvège, 80% des voitures immatriculées sont électriques. Ils ne sont pas dans l'UE, mais ils ont compris que le consommateur va progressivement adhérer à ces voitures. Et aujourd'hui en Chine, on sait construire des voitures à 10 000 €. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend que ces voitures arrivent par bateau entier et envahissent la France et l'Europe. Et évidemment, le consommateur ne résistera pas, comme il ne résiste pas à acheter des t-shirts, des chaussures ou des appareils électroniques à la Chine. Ou est-ce qu'on crée les conditions pour transformer notre industrie automobile et faire en sorte qu'elle devienne aussi compétitive que celle de la Chine? Alors bien sûr, vous allez me dire, mais c'est pas possible. La Chine, ils ont des coûts de production beaucoup plus faibles. Pourquoi on y arriverait? Ben pourtant, on l'a fait sur la batterie électrique.
Sur la batterie électrique, quand il y a 5 ans, on s'est lancé avec Bruno Le Maire pour dire on va faire des batteries électriques en France, tout le monde nous a rionné. Il nous a dit que 100% des parts de marché sont asiatiques. Ça n'existe pas une relocalisation en France lorsque 100% du marché est asiatique. Et pourtant, aujourd'hui, il y a 5 usines qui sont en cours de construction ou qui, d'ores et déjà, produisent des batteries électriques. 4 de ces usines sont dans les Hauts-de-France. 4 de ces usines permettent de réindustrialiser mon territoire. C'est 20 000 emplois, c'est du jamais vu sur ce territoire qui a souffert de la désindustrialisation. Et ça, nous l'avons fait grâce à l'Europe. Troisième sujet, c'est le nucléaire. Et c'est pour vous dire que l'Europe, c'est aussi ce qu'on en fait. C'est aussi la vision politique qu'on porte qui peut permettre de renverser la table. Il y a 4 ans, lorsqu'on parlait de nucléaire en Europe, c'était un mot tabou. C'était un truc des Français un peu sale, qu'il fallait cacher, et qui n'était surtout pas pour l'environnement. Il y a 2 mois, la présidente de la Commission de l'Union européenne a indiqué dans une prise de parole qu'il était inimaginable de faire notre transition écologique sans le nucléaire, que bien entendu elle allait investir massivement dans les nouveaux réacteurs, et nous avons obtenu la mise à niveau, ou je dirais la neutralité technologique entre les énergies renouvelables et le nucléaire au travers de différents textes, le Net Zero Industry Act, la réforme du marché de l'électricité et même la directive renouvelable qui évoque, alors de manière très ourlée, très sibylline, c'est la législation, le nucléaire en Creuse, qui était quand même une gageure s'agissant d'un texte sur les renouvelables. Pourquoi je dis ça? Parce que ça montre la force de notre bilan. Le président de la République est arrivé avec une vision. C'est le premier à avoir posé la notion de souveraineté européenne et de l'avoir portée vis-à-vis des 26 autres États membres. Et en 2018, là aussi les commentateurs étaient critiques, nous disaient oui, tout ça c'est des belles paroles, mais jamais l'Allemagne n'acceptera cette vision. Et puis, c'est une vision un peu passéiste quand même de l'Europe. La crise du Covid, la crise en Ukraine ont montré au contraire que le président de la République était visionnaire. Et aujourd'hui, beaucoup de ces 26 pays qui sont à nos côtés considèrent que cette vision doit être maintenant déployée dans notre politique industrielle, dans notre politique de la défense, dans notre politique de transition agricole. Et puis, vous l'avez compris, pour arriver à renverser la table sur le nucléaire, ça veut dire qu'on a une équipe. Ça fera la transition avec mon dernier point. Nous avons un bilan, nous avons un programme et nous avons une équipe. Cette équipe, elle a été au travail du premier jour au dernier jour. Le nucléaire, ça se joue sur un des textes, Une nuit, où c'est Christophe Grudler, qui est le shadow rapporteur, donc le rapporteur pour son groupe, et qui fait la négociation tout au long de la nuit avec la Commission européenne et avec la présidence du Conseil pour finaliser le texte. C'est l'équivalent de la commission mixte paritaire pour ceux qui pratiquent cet exercice. Et dans ce moment qui est très important, c'est-à-dire comment on rassemble les positions et on sort un texte, Christophe textote toute la nuit avec les équipes et on se renvoie la balle pour être sûr de ne pas tomber dans une chose trappe tendue par tel acteur, bien rédiger telle autre partie du texte. Et c'est comme ça qu'on sort avec un texte très propre qui fait sa place au nucléaire. Ces actions, on les a menées continuellement. J'ai vu très régulièrement le groupe de contact qu'avait créé Christophe Grudler, des amis du nucléaire au Parlement européen. J'ai créé pour ma part l'Alliance du nucléaire au niveau du Conseil. Nous avons travaillé encore à peu près tous les étages de la Commission pour faire progresser cette vision du nucléaire. Ça, c'est le travail européen. Qui vous en parle? Qui vous dit comment Valérie Hayé a effectivement su s'imposer au sein d'un groupe libéral, historiquement porté par Margrethe Vestager, qui n'est pas exactement l'amie des Français, la souveraineté et l'autonomie stratégique, comment elle a réussi à retourner, à prendre la main sur ce groupe et à faire en sorte que ce soit ce groupe qui crée les alliances, soit avec l'équivalent du Parti socialiste, soit avec l'équivalent du Parti populaire, donc les LR, pour créer les majorités. Et face à cette équipe, à ce programme très ambitieux, je vous renvoie à celui que vous avez tous reçu, j'imagine, et tous lu, et à ce bilan, je veux mettre en regard nos oppositions.
Le Rassemblement national, je pense que tout le monde aura compris qu'on est sur un numéro extrêmement ambigu vis-à-vis de la menace qui est l'affaiblissement de l'Europe, et extrêmement égotiste de quelqu'un qui se projette dans une ambition politique. Toutes les ambitions sont légitimes, mais celle-là, elle n'est pas pour les Français, elle n'est pas pour l'intérêt des Français, et elle n'est pas pour l'intérêt des Européens. Mais il y a aussi deux autres partis qui se disent très pro-européens. Je suis heureuse de cette découverte parfois récente. Je rappelle que M. Glucksmann a en troisième position de sa liste quelqu'un qui a négocié les accords de Nice. Au-delà du vieux PS et des 5 Parisiens qui sont sur la liste, qui n'est quand même pas une représentativité sur les 10 premiers du territoire français très large, ce qu'il y a derrière Raphaël Glucksmann, c'est aussi finalement une incapacité à jouer les institutions européennes. Raphaël Glucksmann ne soutient pas la personne qui pourrait être portée par son propre parti à la tête de la Commission européenne. Il vote contre Nicolas Schmit, le pacte asile-immigration. Tout le reste de son groupe vote ce texte. François-Xavier Bellamy ne soutient pas la candidate qui cède de son parti, Ursula von der Leyen. C'est un peu comme si Alexis Isard disait non, mais moi je ne soutiens pas Gabriel Attal. J'ai jamais dit ça. Donc vous voyez le paradoxe, l'absurdité de la position de ces eurodéputés. Ils ne comptent pas. Ils ne comptent pour rien. Et nous avons besoin de compter. Parce que être fort en Europe, être fort en France, ça veut dire aussi avoir des eurodéputés qui comptent et qui savent faire bouger les institutions européennes. Voilà ce que je voulais partager très rapidement. Alors je le dis aux militants qui sont dans cette salle, je le fais moi-même. C'est maintenant que se joue la partie. Chaque voix, elle se conquiert. Chaque abstention, on se retourne. Chaque personne qui a pu voter pour nous en 2017 ou en 2022 est potentiellement un électeur et doit se retrouver le 9 juin dans les bureaux de vote pour voter Valérie Agnières. C'est maintenant que ça se joue et je vous invite tous à aller sur les marchés, à aller dans les porte-à-porte, à utiliser les dîners de famille, les moments de pause au bureau, à la pause café, pour porter ce message, parce que c'est maintenant que ça se joue et ça compte vraiment pour la France et pour l'Europe. Merci à tous.